Merci d'être là. Je suis très flatté que tu aies appelé ça des conférences héritage. Ça me fait un petit velours. D'autant plus que c'est sûr que ces conférences-là, ils ont un petit volet narcissique, bien sûr. Ce que je voulais, c'est présenter des sujets dont certaines des réalisations dont je suis le plus fier dans ma carrière. Donc, je pense avoir fait des bons coups. Et je veux simplement mentionner que Florian est un peu responsable de cette idée-là. Il ne le sait pas. Mais il y a à peu près un an, il était dans un groupe de l'UNESCO qui préparait un volume sur l'utilisation des nouvelles technologies au primaire dans différents pays. Et on a été approché pour couvrir ce projet-là qui ne fonctionne pas maintenant, mais qui a fonctionné ici et en France entre 1998 et 2002. Et suite à ce, donc on a écrit un chapitre dans un livre qui vient tout juste d'être publié la semaine dernière. Et en plus, on a travaillé sur un MOOC qui portait sur ce sujet-là et qui, évidemment, le monde de Darwin n'est pas le seul élément du MOOC, il faisait partie de d'autres, mais... et donc, c'est cette idée-là qui m'a dit, tiens, ça serait intéressant. C'est vrai que ça avait été un projet assez intéressant, assez porteur. Donc, ça serait intéressant d'en faire part. Puis, évidemment, je pensais à d'autres sujets, et voilà. Donc, on va commencer. C'est un projet qui a été conçu pour le primaire, pour la formation scientifique des jeunes. Oups, il faut que je pointe vers là. C'est vraiment un défi, je dirais, pédagogique et didactique. Est-ce que la rigueur peut être acquise de la façon dont on apprend la langue maternelle? Alors, ce n'est pas évident, mais c'est quand même un bon paradigme. Parce que l'apprentissage de la langue, c'est un des apprentissages les plus complexes et c'est aussi un des apprentissages les plus réussis à travers toutes les cultures. Donc, c'est un bon modèle. Si on arrive à reproduire ce modèle-là, on peut arriver à des choses assez performantes. Alors, je pointe vers l'écran. Donc, si c'est vrai, il faudrait pour cela des choses intéressantes à discuter, à échanger. Il faudrait une communauté avec laquelle le faire. Et il faudrait aussi, et ça, c'est un concept qu'on va développer à travers les différentes conférences, un concept, celui d'engagement, quant à la qualité du contenu échangé. Donc, ce n'est pas échanger pour rien, pour n'importe quoi. C'est... c'est pas parler pour parler, c'est parler parce qu'il y a un engagement sur des choses importantes à communiquer et sur lesquelles on veut recevoir aussi des commentaires, des critiques, etc. Alors, on a retenu de l'activité scientifique 3 caractéristiques. Il y en a d'autres, mais 3 qui nous semblaient vraiment très fortes. Premièrement, c'est que la science est une entreprise collective. La rigueur scientifique, elle émerge de l'échange réciproque, de la validation réciproque des savoirs. La rigueur en science, la rigueur des faits ou des données scientifiques, des résultats scientifiques, ne vient pas de la modélisation, de la mathématisation. Elle vient du fait que les données, les théories, les méthodologies sont soumises au crible de d'autres chercheurs qui ont aussi certaines données pertinentes au phénomène, qui ont aussi des théories, qui ont aussi des méthodologies. Et c'est cette espèce de confrontation très, très forte qui constitue un crible. Et ce qui passe au travers de ça a beaucoup de chances d'être robuste. Est-ce qu'on peut amener des jeunes, et là on parle des jeunes du primaire, troisième cycle du primaire, c'est-à-dire 5e année, c'est-à-dire autour de 12 ans, à vraiment faire ça comme les scientifiques le font dans les communautés adultes. Le deuxième point, ça c'est quelque chose qui n'est pas souvent traité, mais à mon avis qui est absolument profond. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique et de la morale et qui est relié d'une certaine façon à la première caractéristique. C'est relié parce que si je suis un scientifique, imaginons par exemple que je travaille en résistance des matériaux
et qu'avec mes matériaux, on va construire des ponts, des édifices, ben, j'ai une très grosse responsabilité que ça ne s'écroule pas. Et donc, j'ai un engagement de rigueur par rapport à ce que je vais produire. Si je travaille, par exemple, en pharmacologie sur le développement d'un nouveau médicament, pensez à l'histoire de la thalidomide, ceux qui la connaissent ou qui en ont déjà entendu parler, ça peut être absolument dramatique et il faut donc qu'il y ait une rigueur très, très grande dans l'exercice du travail scientifique. Ce n'est pas vrai seulement pour les produits qui sont, par exemple, des objets là, comme les matériaux ou comme des médicaments. C'est vrai sur des théories, parce que des théories faiblardes peuvent entraîner beaucoup de recherches, emmener des gens dans toutes sortes de directions. Même chose pour des méthodologies qui sont mal fondées ou mal rodées. Donc, il y a un engagement important qui est au cœur de tes scientifiques. Est-ce que c'est évident qu'avec des élèves de primaire, on peut les amener à ce niveau-là? Troisième caractéristique, la science progresse par ses questions. Ce n'est pas beaucoup ce qu'on fait dans les classes quand on fait de la formation scientifique. On a tendance à donner des résultats produits par d'autres scientifiques. Et donc, on a moins d'opportunités ou de chances d'amener des jeunes à développer cette capacité-là, de poser des questions. Et j'ai entendu un scientifique dans une conférence qui disait « On doit être masochiste parce que dès qu'on a trouvé quelques résultats, on cherche d'autres questions. » Évidemment. Et on sait généralement qu'un résultat qui peut être théorique, qui peut être méthodologique ou qui peut être sous forme de faits, de données, un résultat qui ne soulève pas de problème, c'est généralement questionnable. On se dit, ou bien ce n'était pas une question très intéressante qui a été abordée, ou alors on n'est pas allé très, très loin, on n'a pas creusé beaucoup le problème. Parce que généralement, les bonnes questions amènent à des résultats qui soulèvent des questions. Et c'est effectivement ce qui fait progresser la science. Encore là, est-ce qu'on peut amener des élèves de niveau primaire à atteindre ce niveau-là? C'est le défi qu'on s'est donné. Vous voyez qu'on ratisse un peu large. C'est le défi qu'on s'est donné avec le projet d'adoption d'une espèce animale. Et il faut comprendre qu'adoption ne veut pas dire avoir l'animal en classe, même si c'est arrivé assez fréquemment, ça j'en parlerai tout à l'heure. C'est construire sur Internet la meilleure fiche possible sur l'identité et sur l'écologie d'une espèce. On avait un certain nombre de règles, de conditions. Alors, c'est sûr qu'il y en a une qui n'est pas là, mais généralement, les fiches, les espèces adoptées, ça ne se faisait pas par un individu. Ça est quelque chose de collectif. Il y a eu quelques exceptions. C'est évidemment au départ, il y a des fiches qui ont été construites par des adultes. Moi, j'en ai fait un certain nombre et aussi des étudiants que j'avais à la maîtrise qui en ont fait. Pourquoi? Bien, aux valeurs d'exemple, c'est-à-dire avoir déjà quelques exemples de à quoi... Oh mon Dieu! Donc, l'idée, c'est de voir... L'idée, donc, c'était de donner de bons exemples de à quoi peut ressembler une fiche qui est complète, qui se tient, etc. Alors, première chose, choisir un animal, presque tous les mots sont importants, choisir un animal sauvage de son patrimoine faunique qui n'a pas encore été adopté dans le projet Le Monde de Darwin. Alors, un animal sauvage, ça exclut les animaux domestiques. Je dois dire que c'était réduit aux vertébrés. Les vertébrés, il y a quand même du monde. C'est les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. De son patrimoine faunique, et ça c'est encore délibéré et très important, c'est un animal qui pouvait être potentiellement visible dans un rayon de 20 à 30 km de l'école. Pourquoi? C'est l'idée d'appropriation, c'est l'idée que les élèves aient du plaisir à faire connaître, parce que vous savez qu'ils mettaient ça sur Internet, à faire connaître au reste de la planète
des espèces de leur patrimoine faunique. Et aussi qu'ils aient l'opportunité, sinon d'aller observer l'espèce sur le terrain, ce qui est arrivé quand même quelques fois, au moins de pouvoir voir l'écosystème, dans quoi vit cet animal-là. Donc, c'était vraiment délibéré et très important. Et évidemment, les élèves savaient que quand ils choisissaient un animal, ça devait être respecté ça. Utiliser la meilleure fiche possible. Alors, c'est sûr qu'avant d'embarquer dans le monde de Darwin, les professeurs des classes où ça se passait faisaient faire une exploration sur Internet par leurs élèves, qui aillent en voir. Alors, les fiches qui existaient, c'était souvent fait à l'époque, là, on parle de la fin des années 90, par des spécialistes qui présentaient les espèces sur lesquelles ils travaillaient, par des zoos. Mais généralement, ce n'était pas fait par monsieur, madame, tout le monde. C'est généralement fait par des experts. Et la barre était haute. Ça veut dire que les élèves comparaient ce qu'ils allaient faire à les choses qu'ils voyaient. Et ce que demandait le prof, c'était d'aller voir, essayer de déterminer lesquels vous semblent les meilleurs, pourquoi ils sont meilleurs, quelle est leur qualité esthétique, leur qualité informationnelle, etc. Donc, ça, c'était tout en préparation avant qu'ils fassent leur choix. Ils devaient, je dois dire aussi, la deuxième condition, trouver une bonne photographie libre de droit de l'espèce choisie. Alors, ça aussi, c'est très délibéré. Alors, évidemment, faire une fiche, ne pas avoir de photographie de l'animal, c'est pas trop intéressant. Mais en trouver une bonne, libre de droit, ça veut dire quoi? C'est qu'il faut généralement la demander. Parfois, on peut la prendre si l'animal est facilement accessible, mais généralement, ça veut dire communiquer avec des chercheurs qui travaillent sur l'espèce, communiquer avec des photographes animaliers, et c'est les élèves qui devaient faire ça. Donc, communiquer aux photographes ou aux chercheurs ce qu'ils veulent faire, quel est leur projet, et les convaincre. Parce qu'à un moment donné, on a un photographe animalier qui a répondu « oui, mais ça coûte tant ». Et là, les élèves ont dit « oui, mais on est une classe de primaire, Et là, il était « ah oui, pas de problème ». Non seulement il a consenti, mais il a dit « allez voir mon répertoire, et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à simplement mentionner la source quand vous allez le faire ». Trouver un conseiller scientifique expert de l'espèce. Ça veut dire pas simplement un professeur de biologie de l'école, c'est quelqu'un qui travaille sur l'espèce. Et on verra pourquoi tout à l'heure, parce qu'on voulait les emmener quand même assez loin sur le projet réalisé. Un bon correcteur linguistique. On était soucieux aussi de la forme, de la façon dont la fiche apparaissait, les textes qui étaient écrits. Ça pouvait être un professeur de l'école, mais il devait y avoir un garant de la qualité de la langue. Quand on dit un garant, les corrections n'étaient pas faites par le correcteur linguistique. Il échangeait avec les élèves pour les amener à mieux construire leurs phrases et faire des textes qui étaient de meilleure qualité. Et mettre régulièrement la fiche à jour, répondre aux questions. Donc, ils étaient les spécialistes. Je disais dans la première règle, une espèce qui n'a pas été adoptée. Pourquoi? On voulait que chaque classe qui adopte un animal ait le sentiment d'être l'experte sur cette espèce-là. Et c'est la raison pour laquelle on ne permettait pas qu'il y ait deux classes qui fassent la même espèce. On sait qu'il y avait quand même, on a quand même pas mal de vertébrés au Québec. Juste un petit détail, je reviens sur le patrimoine faunique. Une classe du sud du Québec, par exemple, n'aurait pas pu adopter un ours blanc ou un carcajou, parce que ce ne sont pas des espèces qui sont dans un rayon. Une classe du Québec ne peut pas adopter un hérisson, mais une classe de France peut, et ça a été le cas. Et donc, il y a cette idée-là d'amener les élèves à avoir cette espèce de fierté de présenter au reste de la planète les animaux de leur région. Alors, quelle forme ça a pris? C'est un site Internet, Le Monde de Darwin. Évidemment, c'est un site qui aurait dû, enfin, initialement, on envisageait beaucoup d'autres activités. Il y a surtout celle-là qui a été développée et qui a été un peu, qui a pris un peu d'inflation.
Donc, je vais mentionner les 3 sous-titres en haut, là. Pavillon d'éducation, mais c'était l'endroit central. C'est là qu'on indiquait quel était le programme d'adoption. On donnait des explications, on donnait du détail. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure de ce qu'on livrait aux classes, profs et élèves, pour bien les amener à comprendre le projet. On avait le formulaire. Alors, une fois qu'ils comprenaient toutes les règles, ils pouvaient demander qu'on leur réserve un espace mémoire pour leurs fiches. Et évidemment, c'était accordé si les règles étaient respectées. Et on avait aussi des éléments sur la gestion du programme d'adoption. Ça, c'était plus réservé à l'équipe, parce que des fois, on devait aller corriger les choses ou vérifier s'il y avait eu des pépins techniques. Donc, on avait ça. En sentier écologique, c'est là que se trouvaient plus les données, la liste des fiches, la liste des participants. Et là, on parle aussi du programme d'adoption. Je ne parlerai pas des randonnées guidées parce que ça n'a pas été vraiment développé. L'idée, c'est qu'on pensait développer ensuite des scénarios pédagogiques exploitant les fiches existantes. L'atelier du chercheur, c'est là que se trouvaient les outils. Les outils, donc, accès au module d'édition de la fiche, accès au module de validation de la fiche. Ça, c'était plus pour conseillers scientifiques. J'expliquerai un peu les modalités tout à l'heure d'évaluation. Suggestion d'espèces à adopter. Alors là, c'est sûr qu'on voulait que le choix, et j'expliquerai tout à l'heure les modalités de choix, que le choix vienne vraiment de la classe, parce qu'ils allaient travailler près d'1 an là-dessus. Il fallait que l'ensemble de la classe soit extrêmement motivé à travailler de façon assez ardue sur leur espèce. Mais quand on parlait de suggestions, on leur disait regardez les espèces existantes, si ça serait intéressant peut-être de trouver des espèces qui sont prédatrices ou proies des espèces existantes. Donc, on essayait de stimuler certaines relations à exploiter entre les fiches, ou encore un animal du même écosystème. Quelqu'un aurait adopté le castor, peut-être qu'adopter une loutre, ça serait intéressant pour voir, parce que ça permet de faire une espèce de synergie entre les informations qui sont ramassées dans chacune des fiches. Alors, il rentrait dans la fiche. C'est très important, vous allez voir dans un instant à quoi ressemblait la fiche, les modalités d'élaboration de la fiche. Alors, on ne l'a pas fait de façon, je dirais, facile ou gratuite, là. On a d'abord regardé un ensemble de guides d'identification. Il y en a juste sur les oiseaux au Québec, il y en a 5-6. Il y en a sur les mammifères, les amphibiens reptiles, les poissons. Donc, sur toutes les classes de vertébrés. Et on a regardé quelles sont les rubriques qui sont là-dedans. Et on a essayé de faire une super fiche, c'est-à-dire avoir une fiche qui contient le maximum de rubriques qui puissent s'appliquer à toutes. Et on a rencontré ensuite à la fois, d'abord de façon, je dirais, en présentiel et régulièrement après de façon courriel, des experts au Québec. En fait, on avait la brochette des gens qui travaillent sur la protection, le maintien des espèces, mais aussi l'identification, le répertoire des espèces. Alors, la classe des amphibiens reptiles du Québec, la classe des oiseaux nicheurs du Québec, le Service canadien de la faune, qui était responsable de beaucoup d'opérations de protection de la faune, Fédération des pourvoiries de chasse et pêche, Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Institut d'écotoxicologie du Saint-Laurent. Centre d'interprétation, la nature du lac Boivin, c'était plus un terrain où aller avec les élèves, parce qu'évidemment, les premières classes étaient à Granby. Le centre d'interprétation est à Granby, alors on a pu aller tester des choses avec les classes sur le terrain. Autre chose très importante, sur le plan technique, parce que l'idée, c'est qu'on voulait que le travail des élèves puisse se faire de façon assez fluide. Alors, quand on créait une fiche pour une nouvelle classe, en fait, il y avait 3 versions de la fiche qui étaient créées. La version A, c'est la version sur laquelle les élèves travaillaient. Et la fiche, on en verra un exemple tout à l'heure, elle était en plusieurs sections. Quand les élèves avaient l'impression qu'une ou plusieurs sections étaient suffisamment avancées, ils les soumettaient
à leur conseiller scientifique. Ils avaient l'adresse et ils communiquaient avec le conseiller scientifique qui, lui, avait accès, il avait son code d'entrée, il avait accès à la fiche. Et généralement, je vous mentionnerai tout à l'heure, parce qu'on avait donné un certain nombre de consignes aux conseillers. On ne voulait pas qu'ils fassent simplement donner des réponses, mais amener les élèves, relancer des questions, faire un peu aussi comme ça se fait dans des congrès scientifiques entre scientifiques. Et je vous montrerai tout à l'heure des exemples qu'on est allé assez proche de ça, finalement, avec des très jeunes enfants. Quand le conseiller scientifique s'estime satisfait, trouve qu'elle est bien avancée, qu'il valide la fiche. Elle est recopiée, ça c'est le système informatique, elle est recopiée dans une version B qui, elle, à ce moment-là, est acheminée au conseiller linguistique. Et le conseiller linguistique fait le même travail, et quand il donne son OK, quand il valide, c'est recopié dans la version C qui est la seule qui est accessible grand public. C'est-à-dire qu'au début, une fois qu'un animal est adopté, si les gens vont voir la fiche, ils voient une fiche vide. Ils voient le nom de l'animal et puis ça, mais il y a une fiche vide. Et progressivement, la fiche se remplit. Ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que c'est toujours possible aux élèves de compléter, d'améliorer, de corriger une fiche. Sinon, par exemple, ils vont voir une autre fiche d'un animal, du même animal ou d'un animal de la même famille sur Internet, faite par un chercheur. Et là, ça leur donne des idées pour compléter la fiche. Ils peuvent toujours le faire, mais c'est sûr que s'ils retravaillent la version A pour qu'elle passe dans le C, il faut faire la même ronde de validation. Et les élèves étaient très au courant de ça et très, très contents de ça aussi, parce qu'ils avaient beaucoup de sécurité. Ils pouvaient faire des erreurs, copier, revenir, etc. Et voilà. Voici, alors, on voit ici la structure de la fiche. Il y avait 5 sections. Présentation de l'animal, identification, cycle biologique, niche écologique et activité scientifique reliées à l'espèce. Je vais vous dire tout de suite, et je reviendrai plus tard fréquemment là-dessus, on avait une consigne donnée aux élèves dès le début, c'est qu'ils devaient, dans la section activité scientifique, formuler au moins une question intéressante non encore résolue sur l'espèce sur laquelle ils travaillaient. Une question intéressante non encore résolue, ça veut dire intéressante, ce n'est pas du point de vue de l'élève, c'est du point de vue de la communauté scientifique. C'est impossible de rencontrer ça sans échanger avec des gens de la communauté scientifique. Et on verra des échanges souvent avec plus d'un chercheur, et on verra aussi le niveau de questions qui étaient posées par les élèves. Vous voyez que la fiche ici, à gauche, c'est en gris. Et c'est en gris parce qu'on est dans la version d'édition. On verra tout à l'heure qu'il y a un petit onglet là, qui devient plus beige quand on est dans la section d'apparence. Alors, les élèves pouvaient travailler et voir à quoi ressemblait leur fiche parce que le système s'occupait de mettre en page les informations une fois que les sections avaient été remplies. Alors, vous voyez que donc, il y a des textes, je dirais, libres, mais il y a aussi des textes qui sont associés à certaines caractéristiques. Par exemple, ici, sur la locomotion. Et là, on a la marche, on pourrait avoir le saut, le vol, la nage, tout dépendamment de l'espèce choisie. Ce qui est intéressant de mentionner, alors je vais aller... c'est des tableaux. Et dans les tableaux, c'est des valeurs plus numériques. Évidemment, je vous disais tout à l'heure que la structure de la fiche était le surensemble. Mais il y a des choses qui ne s'appliquent pas. Si on travaille avec une grenouille, c'est sûr que l'envergure du panache, c'est... Mais ce qui n'était pas coché n'apparaissait pas au moment où la fiche était affichée. Ce qui est très important aussi, je mentionne, mais il y reviendra, c'est que la structure de la fiche constitue aussi un dispositif initiatique au langage biologique. Autrement dit, les élèves apprenaient à travers les différentes sections, c'est quoi du commensalisme, c'est quoi la symbiose, c'est quoi du parasitisme. Évidemment, s'ils ne connaissaient pas le terme,
on n'avait pas un glossaire dedans, ils allaient le voir, ils allaient le chercher, etc. Mais ça devenait une espèce de... De la même façon qu'un enfant, dans son milieu familial, entend des nouveaux mots, il s'en informe et se met progressivement à les utiliser. Et ça, c'est pas anodin, c'est important de créer un environnement où les élèves baignent dans un contexte d'apprentissage extrêmement favorable. C'est comme des éponges, là. Ils apprenaient ces termes-là. J'ai eu des conversations avec des enfants de 12 ans sur des problèmes reliés à des espèces. On verra tout à l'heure quelques exemples très concrets. Donc, on a des textes, on a des tableaux, et on avait aussi la possibilité de mettre toute forme de multimédia. Alors, des photos, des cartes de distribution, des graphiques sur les mensurations. En France, on avait une classe qui travaillait sur la truite Fario. Et c'est une truite qui est menacée, et c'est dans la Creuse. Et leur conseiller scientifique, c'était le garde-pêche, mais c'était pas juste un pêcheur, là. C'était vraiment... Il avait, dans le village, une écloserie où il avait des alevins, et les élèves pouvaient aller photographier les alevins à différentes périodes de croissance, se faire un graphique de croissance. Vous voyez un petit peu. Donc, l'obligation d'être en relation et en contexte avec une personne qui est une experte de l'espèce, instituait ou insérait les élèves à ce niveau-là. Ils pouvaient mettre donc des graphiques du son, souvent pour les chants, soit pour les oiseaux, les cris d'animaux, les chants des anours, qui sont les grenouilles, les crapauds, les rainettes, des vidéos et des liens Internet, soit sur des liens qu'ils trouvent sur Internet, mais aussi sur d'autres fiches du monde de Darwin. Et randonnée guidée, je vous disais, on n'a pas vraiment développé cet aspect-là. On pouvait faire un pointeur directement dans une section d'une fiche. Je dois mentionner que la personne qui a piloté la réalisation de ça, c'est Robert David, qui était le superviseur de Florian et un de mes anciens étudiants qui est devenu plus ou moins le maître, très, très articulé là-dessus, et qui a piloté la réalisation techno de la fiche, qui a vraiment livré ce qu'on essayait d'avoir pour raconter. Ce que les élèves faisaient, et ça c'est assez fascinant, je veux parler du type de collecte de données. Alors évidemment, recherche documentaire. L'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec, je ne sais pas si vous connaissez, là, mais c'est une brique ça d'épaisse. C'est d'ailleurs, elle est considérée comme un exemple international de ce qu'est un bon atlas d'oiseaux. Donc les élèves avaient accès à ça, évidemment des guides, plus simples, mais extrêmement bien faits. Des sites, alors vous avez le site de l'Atlas des amphibiens reptiles du Québec, un autre site gouvernemental sur la diversité des poissons. Alors évidemment, les élèves étaient très avides de ça et très rapidement, ils se constituaient une banque de ressources où ils en demandaient. Ils faisaient aussi des observations en classe. Ici, la classe du hérisson, ils en avaient recueilli un bébé hérisson dont la mère avait été écrasée. Et, vous voyez, pesé, alimenté, bichonné. Et il y a quelques autres classes aussi. C'était plus facile, par exemple, avec les amphibiens reptiles ou avec les poissons. Mais là, on a quand même un petit exemple de mammifères, là. Et des observations sur le terrain. Alors ici, vous avez une classe de France sur le lièvre. Et ils vont observer sur le terrain, là où ils se cachent. Ils font même des sorties nocturnes pour voir les lièvres la nuit avec éclairage. Bref, beaucoup d'informations et des façons très diversifiées d'aller chercher l'information. Donc, est-ce qu'on peut, avec ce dispositif-là, rencontrer les différents principes dont j'ai parlé tout à l'heure? Premier principe, la science est une entreprise collective. La rigueur scientifique émerge de l'échange réciproque et critique entre les experts. Tout d'abord, c'est un dispositif
type de collaboration à plusieurs étages. Et vous allez voir que c'est très serré. Évidemment, il y a l'équipe de gestion du projet. Ça, c'était nous, Robert David, on était 4 ou 5 le conseillers techniques. Et on a développé un professeur qui était dégagé, un professeur du primaire qui était Paul de la Chevretière, qui était dégagé pendant cette période-là, où on a produit des guides, des outils. Alors, c'est sûr qu'on a eu d'abord une classe expérimentale. On avait beaucoup de matériel déjà en place, mais on l'a rodé à travers l'année où cette classe a travaillé sur la fiche. Je donnerai des exemples des outils d'accompagnement qui étaient là. Évidemment, les équipes d'élèves. Alors, j'expliquais tout à l'heure que la classe ne travaillait pas strictement en grand groupe, mais en équipe, où il y avait une interaction très forte entre 5-6 élèves qui communiquaient avec les autres équipes. Interaction avec les enseignants, bien sûr. Et encore là, les enseignants, c'est clair dans les consignes qu'ils n'étaient pas là pour donner des réponses ou dire, bon, bien, va voir à tel endroit, tu vas le trouver, mais relancer chez les élèves le questionnement, les amener à être très critiques. Je vous montrerai tout à l'heure un dispositif qui a été imaginé par un prof pour la rigueur par rapport aux sources et évidemment, quand on avait des bonnes idées, on les propageait sur les autres classes assez rapidement. Personnes ressources diverses. Ça, c'est assez fascinant. Dans presque toutes les classes, j'ai visité la majorité des classes, ici et en France. Très rapidement, les élèves cherchent tout azimut. Alors, ils appellent dans des universités, des départements de biologie, ils appellent dans des cégeps, ils appellent dans des animaleries, dans des zoos, et ils essaient d'avoir des experts, ils essaient d'avoir des informations. Et ils ne sont pas gênés. Et ils passent souvent par les parents aussi, qui des fois ont des collègues qui travaillent ou qui sont reliés à telle ou telle source intéressante, des photographes animaliers. Donc, diversité de personnes ressources, les conseillers linguistiques, et bien sûr les experts sur les espèces. Généralement, il y avait un expert par classe, mais dans certains cas, on en a eu 2 ou 3. Donc, vous voyez que la collaboration, elle était extrêmement sollicitée, mais à plusieurs niveaux, entre les élèves, avec l'enseignant, avec les experts, avec les personnes ressources. Il y avait aussi une grande variété d'outils d'accompagnement. Alors, des formulaires en ligne pour la création des fiches, je vous ai montré tout à l'heure, des exemples de fiches pour chaque classe de vertébrés. Alors, quand on a commencé avec la première classe, il y avait déjà 5 fiches, et les 5 fiches, c'était justement pour les 5 classes, les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Maintenant, il y a quelque chose depuis, quelque chose de nouveau qui s'est passé. Les oiseaux sont considérés comme des reptiles, maintenant. Et ça a été un gros débat dans la communauté scientifique, mais justement, dans les années 90 et 2000. C'est amusant. Ça n'a pas commencé dans les années 90, mais la décision de la communauté scientifique de rattacher les oiseaux aux reptiles s'est fait dans les années, début des années 2000. Des suggestions motivées d'espèces à adopter, comme je mentionnais tout à l'heure. Un guide pour le processus d'adoption. Un guide d'accompagnement. Alors ça, c'est 2 choses. Le guide pour le processus d'adoption, je vous montrerai un exemple tout à l'heure, c'est vraiment des suggestions sur comment procéder. Alors, je suis allé visiter à un moment donné une classe en Picardie, et qui travaillait sur le renard-roux. Ils ont le renard-roux, la même espèce qu'on a ici. Et j'étais assez fasciné parce que généralement, je visitais les classes au début et je contribuais à les démarrer. Mais je n'avais pas fait ça dans cette classe-là. Ça fonctionnait bien, c'était articulé. Je suis rentré dans une classe, il y avait des dessins de renards, des photos, il y avait des femmes de La Fontaine, il y avait des coins du chercheur avec des articles scientifiques. Et ils avaient fait des sorties terrain aussi. Et on dit, vous avez eu un soutien, et on dit les guides qui se trouvent sur le site. C'était un bon test pour voir que les guides, effectivement, apportaient suffisamment d'informations pour qu'une classe qui a envie de foncer, d'embarquer là-dedans, puisse se débrouiller assez bien. Un guide d'accompagnement, mais là, c'était plus sur le type de contenu. On a le cycle biologique. Qu'est-ce qu'on s'attend de trouver là-dedans? De quoi on va parler? Et on ne leur donnait pas de réponse sur leur espèce. C'était de façon générique. Sur une espèce, quand on parle de son cycle biologique, c'est quoi les choses dont on parle? Un répertoire d'experts potentiels. Alors, c'est sûr que les élèves sollicitaient, mais nous,
On s'est construit une banque, on a fait des approches. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a invité des scientifiques à regarder la fiche. Et c'est une chose qui est assez amusante. Une des premières fois où j'ai présenté le projet, j'étais à la COP, je pense, je me suis fait dire tu n'as pas un scientifique qui va vouloir vraiment perdre du temps avec une gang de jeunes comme ça, de 12 ans, là, tu rêves. Or, un scientifique qui travaille sur la couleuvre à collier ou sur la salamandre maculée, il n'y a pas beaucoup de monde dans le monde avec qui il peut en parler. Et quand il y a une classe qui lui pose des questions extrêmement pertinentes, c'est « Wow! » Et c'est sûr qu'on a essayé d'exploiter ça, et les enfants ont très vite compris. Les enfants ne voulaient pas soumettre à leurs conseillers scientifiques des questions qu'ils estimaient pouvoir résoudre par eux-mêmes en faisant une recherche. Et ça faisait que les questions qui aboutissaient aux experts étaient généralement de très bon niveau. Ce qui faisait que les experts trouvaient ça intéressant d'engager l'échange avec les élèves. Et aussi, c'était très important que la facture de la fiche soit attrayante aussi, professionnelle. C'était intéressant pour les élèves, mais c'était intéressant aussi pour les experts qui venaient la visiter et qui avaient l'impression qu'effectivement, c'était quelque chose de sérieux. Des directives d'encadrement pour les experts. Alors, chaque expert, on leur disait qu'est-ce qu'on attendait, pas de donner des réponses, mais vraiment d'interagir. On leur donnait même cet exemple-là. Imaginez que vous rencontrez un autre scientifique qui travaille dans le même domaine que vous dans un congrès. C'est quoi le niveau, le type d'interaction que vous avez? Un protocole de validation à l'attention des conseillers linguistiques et scientifiques. Et évidemment, il y avait des commentaires récurrents de la part des conseillers qui échangeaient par courriel avec les élèves. Alors là, je viens pour le guide d'adoption. Alors, regardez un peu, c'est assez détaillé. Vous voyez dans la colonne de gauche tout ce qui est abordé comme rubrique là-dedans. Alors, vous avez choisir une espèce, mais choisir une espèce, là-dedans, vous avez choisir un animal de sa région, faire l'inventaire faunique de sa région, devenir responsable du développement de sa fiche, en arrivant à un consensus sur l'animal retenu, justifier son choix. Et vous voyez, alors que c'est très développé juste pour ce point-là, mais on a la même chose sur les huîtres. Donc, on a vraiment un guide pour les classes, et je voyais en France que ça porte les fruits, sur comment fonctionner quand on décide d'embarquer dans ce projet. Maintenant, les modalités d'adoption, ça, on ne l'a pas fait partout, parce que je n'ai pas fait en Abitibi, parce que c'était un peu loin, mais on suggérait de procéder comme ça. Mais moi, je l'ai fait dans plusieurs des classes que j'ai visitées dans le sud du Québec. Alors, on avait demandé, avant que j'aille visiter la classe, là, on est au tout début, hein, une classe qui dit on aimerait ça travailler sur le monde de Darwin, mais on ne sait pas trop encore quelle espèce choisir. Et il disait, est-ce que ce serait possible d'échanger là-dessus? Puis je disais, est-ce que vous voulez que j'aille visiter la classe? Bon. Et je mettais comme condition qu'avant, le prof les a amenés à visiter plusieurs fiches touchant cette espèce-là ou la même famille d'espèces sur Internet. Ce que je disais tout à l'heure, pour qu'ils aient une idée de c'est quoi le produit attendu, c'est quoi la qualité aussi. Et ça mettait des standards assez hauts, mais ça donnait aussi aux élèves et il faut penser qu'on est dans la fin des années 90. Il y a beaucoup de fiches qui sont maintenant sur Internet, faites par des zoos, faites par des chercheurs, etc., qui n'étaient pas là. On était vraiment au début, là. Internet, ça a commencé dans les années 94-95. Donc, 98-99, les élèves disaient « Hey, on va être la première fiche en français sur cette espèce-là dans le monde. » Vous voyez un peu le... Donc, c'était intéressant qu'ils aillent voir. Alors, un animateur, ça, c'était souvent pas uniquement. Alors, ce que je faisais, c'est que je demandais aux élèves, je disais, suggérez-moi des espèces que vous aimeriez adopter. Les espèces, alors, ils connaissaient les règles qui vont être visibles dans un rayon là, de 20-30 km de la classe. Alors, évidemment, il y avait plein de choses. Et moi, je faisais exprès pour faire parler les élèves. Alors, un élève disait, ah, ben moi, j'aimerais ça, un lynx. Ah oui? J'ai dit, quel lynx? Il y en a plusieurs. Es-tu sûr qu'il y en a dans ta région? Ah, je ne sais pas. Et alors que d'autres fois, c'était,
Ah, je vais adopter le crapet-soleil. Oui, je sais, je suis allé à la pêche avec mon oncle et puis on en a attrapé. Et ça, encore là, c'était délibéré. C'était toute la mémoire autobiographique qui fonde la motivation et qui fonde, je dirais, l'identité des élèves. Qu'est-ce qu'ils savent et en quoi c'est rattaché à leur vie. Alors, ils devaient, évidemment, avoir un argumentaire disant que oui, ça existe dans cette région-là. Ils viennent écrire, alors là on disait, bien, on va écrire au tableau. Et on leur demandait de les placer par classe de vertébrés. Ah oui, ça c'est une salamandre, c'est dans les reptiles. Quelqu'un qui disait, non, les lézards, les lézards, salamandres, c'est pas la même chose. Encore là, vous voyez, ça générait un certain nombre de questions, mais aussi, ça les amenait à raffiner les connaissances qu'ils avaient sur les espèces. Et là, évidemment, on continuait jusqu'à ce qu'on épuise. Et de façon typique, là, ça s'épurait autour d'une quarantaine d'espèces. Alors, ça, c'était les espèces potentiellement accessibles qu'on pouvait choisir pour la fiche. Ce qu'on faisait après, c'est qu'on leur disait, bon, OK, votez pour votre espèce préférée. Vous avez le droit à 3 choix ordonnés. Alors, encore là, l'idée, c'est qu'on essaie de faire un choix qui rallie de façon assez massive l'ensemble de la classe, parce qu'ils vont travailler 1 an là-dessus, il faut qu'ils soient très motivés. Les 5 espèces qui obtenaient le plus de votes, ils étaient attribués à une équipe. Alors, on formait généralement 5 équipes. Alors, on pense que les classes ont entre 25 et 30 élèves, donc des équipes de 5-6. Et, mais là, qui veut telle espèce, qui veut telle espèce? Finalement, il y en a qui choisissaient très vite, ceux qui choisissaient moins vite, les derniers. Il faut comprendre que les 5 espèces, c'était celles qui étaient les privilégiées, qui étaient préférées par l'ensemble des élèves de toute façon. Alors, là, ils devaient faire une recherche pendant une quinzaine de jours et venir présenter à la classe en essayant d'argumenter pourquoi ça serait intéressant d'adopter cette espèce. Et le pourquoi, c'est justement, on va l'exploiter un petit peu plus tard, mais c'était parce qu'il y a peu de fiches qui existent là-dessus ou il n'y en a pas. Parce que c'est une espèce qui a des caractéristiques très, 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 très surprenantes. On a, par exemple, au Québec, un poisson, le suceur cuivré. Non, je ne devrais pas dire ça. C'était son ancien nom qui a été changé pour des raisons évidentes. C'est le chevalier cuivré. On appelait le suceur cuivré. Parce que c'est un poisson comme les carpes, là. Alors, c'est dans le Richelieu. C'est le seul endroit au monde où existe cette espèce-là. Donc, je parlais tout à l'heure du renard roux. Le renard roux, la même espèce, il y en a un autre. Et le chevalier cuivré, il n'y en a même pas aux États-Unis. Le seul endroit où il y en a, c'est dans les rivières du Québec. Alors, c'est des choses comme ça. Un gamin m'arrive à un moment donné, il dit le masquinongé, parce que ça pond 100 000 œufs. Tu es sûr de ça? Il va me montrer ses sources. Mais il disait, j'ai regardé pour d'autres poissons, c'est quand même phénoménal. Et c'était des arguments de ce type-là, mais ils essayaient de motiver pourquoi ça serait très intéressant pour la classe de faire cette adoption. Et évidemment, on disait, parce que j'ai des collègues qui disaient, oui, mais ils vont avoir travaillé 15 jours là-dessus, puis ils travaillaient. C'était motivé, il y a une compétition. Oui, mais ils ne sont pas déçus si ce n'est pas leur espèce. Et ça va avoir arrivé à donner. Nous, on se disait, il n'est pas fini de toute façon le processus, on va voir comment on essaie de solliciter l'adhésion. Mais ce qu'il y avait aussi, c'est qu'on se disait qu'en apprenant ça, c'est des espèces qui sont présentes dans 20 à 30 km. Ce qui fait qu'ils travaillent pratiquement sur les mêmes écosystèmes. Et donc, tout le travail qui a été fait est réinvestissable. On savait qu'il serait réinvestissable. Encore là, ça fait partie de ce que je parlais tout à l'heure de dispositifs initiatiques. Si on parlait de, comment est-ce qu'on appelle ça, le Levi-Wenger, le legitimate peripheral participation, oui. Comment quelqu'un apprend? C'est souvent en s'intégrant progressivement dans un groupe. On est à la frontière de ce groupe-là au début,
et on migre vers le centre au fur et à mesure où on est reconnu comme ayant un discours, une contribution qui est significative. Et donc, on essayait donc de rendre ceci possible, de le faire se produire avec des stratégies comme celles que je viens de mentionner. Après les présentations, les élèves sont invités à formuler différents critères à considérer. Alors évidemment, ils en avaient déjà formulé quand je vous disais « Ah, ça va être la meilleure, ça va être la première fiche en français sur cette espèce-là. Bon. » Ils en avaient déjà, et pas une cinquantaine, je dirais entre 5 et 10 critères. Et ça variait un petit peu d'une classe à l'autre. On ne faisait aucune suggestion là-dessus. C'était à eux de formuler ces critères. Et là, on faisait une table au tableau, une table double entrée, les 5 espèces, la liste des critères. Et on leur avait dit, bien, on va mettre 10 si le critère s'applique vraiment beaucoup à cette espèce-là, 5 si c'est un peu ou moyen, et puis 0 si c'est très, très peu ou pas du tout. Donc, je voulais simplifier. Ça n'a pas pris 5 minutes. Ils avaient discuté, ils s'étaient entendus sur les pondérations, ils avaient fait le total. Et donc, c'est un processus où ils sont très sollicités, et où ça a beaucoup de sens par rapport au travail qu'ils ont fait. Et donc, l'adhésion était très, très, très forte. Et quand ils arrivaient avec l'espèce choisie, elle leur semblait découler du travail qu'ils ont fait, ce qui était aussi le cas là. Mais on avait créé l'environnement pour que ça converge vers ça. Et je n'ai pas vu une seule classe où on a demandé de changer l'espèce. Enfin, j'en ai vu une en France, et c'était que le conseiller scientifique qui avait été retenu avait imposé l'espèce. Et quand je suis allé, et que le prof m'a dit ça, mais les élèves, ça ne les intéresse pas, ça intéresse le conseiller. J'ai dû changer de conseiller. Vous ne choisissez pas le conseiller avant. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Là, j'ai fait le processus avec eux, puis c'est reparti. Mais encore là, c'est la seule exception à la règle. Des soutiens en ligne. Alors, vous voyez, par exemple, on disait, si on est dans le cycle biologique, on va parler de reproduction, on va parler de naissance, et évidemment d'autres items. Et on leur disait, bien, qu'est-ce qu'on s'attend de trouver là-dedans? Et donc, quand les élèves disaient, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans cette section-là, ils allaient voir là. Puis, donc, c'était accessible toujours et aux profs et aux élèves. Il y avait des élèves. Alors ça, on ne ferait plus ça maintenant parce qu'on n'avait pas eu on parle de fin des années 90, n'est pas des actifs, vous ne devez pas mettre des photos de jeunes, tout ça, avec la classe, etc. Mais là, c'est excellent parce que ça fait 20 ans, pas 20 ans, 18 ans. Mais, bon. Mais la raison pour laquelle on voulait faire ça, c'est qu'on se disait, les élèves, ils sont les auteurs de la fiche. Et quand on publie un livre, c'est important que l'auteur soit là. Sur la jaquette, on a son nom, au verso, on a sa photo. On voulait que cette espèce, et ça marchait très, très fort, et les parents étaient fiers de voir leurs élèves associés à ça. Les parents, ils ont évidemment très vite visité la fiche et en parlaient à leurs amis. On avait aussi des personnes ressources en ligne ou face à face, alors vous me reconnaissez peut-être. Je ne sais pas si vous voyez ici des vivariums, parce que souvent je rapportais des bestioles pour stimuler un peu les échanges, la réflexion, les questions. Et le professeur Dioussé, ça c'est assez intéressant. À un moment donné, j'en parlerai tout à l'heure, c'est parce qu'on va parler de l'espèce en question. Ils ont eu des questions importantes et leur conseiller scientifique au Québec était parti sur le terrain. Il n'était pas accessible. Et ils avaient une question importante à discuter avec. Alors on a cherché quelqu'un sur Internet et on a trouvé ce monsieur. On verra tout à l'heure un échange avec lui. L'idée, c'est que on parle toujours de l'incitation à la collaboration. Dans un contexte comme celui-là, il y a une nécessité intrinsèque à collaborer. Chaque élève ne peut pas travailler tout seul. Une équipe ne peut même pas travailler toute seule parce qu'elle fait juste une section de la fiche. Et donc, il y a une dépendance positive, là, elle est inscrite dans le dispositif. Et ce qui a fait et très, très, très vite, les élèves voient le mérite de ça. Et donc s'inscrivent assez naturellement dans cette espèce d'échange extrêmement positif, partage d'informations, critique, etc. Un échange généralement bidirectionnel et très gratifiant avec des experts de la communauté scientifique. Alors, on aura des exemples concrets. Je vous montrerai des courriels tout à l'heure. Alors, encore là, on a... oui.
Encore là, c'est absolument important sur le plan de la collaboration d'avoir cet élément-là. Un respect de l'expertise qui va de soi. Les élèves étaient d'une politesse avec leur conseiller scientifique. Évidemment, ils savaient que, parce qu'ils voyaient sur Internet, ils savaient que c'était des experts. On avait, par exemple, sur les amphibiens ici, le responsable de la classe des amphibiens reptiles du Québec, lui-même. Et c'est sûr que les élèves, en s'adressant à cette personne-là, ils étaient non seulement polis, mais ils ne voulaient pas envoyer, comme je disais tout à l'heure, leur demander à valider tant qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir atteint un certain niveau. Ce qui fait que les questions étaient extrêmement importantes. Et le rapport était vraiment un rapport très respectueux. Ce n'est pas le rapport qu'on voit des fois entre des profs, entre des élèves et leurs profs. C'est vraiment une responsabilité face aux connaissances, en termes de rigueur, de partage, notamment entre les équipes. Alors, quand une équipe avait travaillé sur sa section, par exemple le cycle biologique, mais trouvait des choses sur une autre section de la fiche, ils ne le cachaient pas. Ils le disaient et ils se servaient de ce qu'ils ont vu pour commenter ou des fois critiquer les informations données par l'autre équipe parce que le souci, c'était d'avoir la meilleure fiche possible et donc de créer les conditions qui permettaient ça. Donc, on voit pour le premier principe, la science est une activité collective, comment le dispositif vraiment allait vers ça. La science est une activité qui engage. Les scientifiques sont socialement responsables de leurs produits. Alors, la première chose, c'est qu'il y a souvent une idée que les jeunes, ce qu'ils font, c'est des affaires de jeunes, c'est pas sérieux, ça n'a pas de rigueur. Alors, on a quelques exemples ici. Là, je ne sais pas si vous êtes capable de lire. À l'été 95, il y a une classe de secondaire, au début de l'été, donc avant la fin de l'année scolaire, au Minnesota. Ils ont fait une sortie sur le terrain, et sont allés voir l'écosystème, et ils ont photographié des amphibiens, dont plusieurs étaient mal formés. Quand on parle de mal formés, c'est 5 pattes, un œil sur la langue, c'est vraiment des affaires d'horreur. Et ça les a étonnés et ils ont mis ça sur Internet, sur le site de l'école. Et ça a fait une traînée de poudre parce que des scientifiques qui ont vu ça, là, ils se sont mis à collecter des données et il y a un site gouvernemental, je ne sais pas si on voit Jové, en tout cas c'est un site gouvernemental, c'est le Northern Prairie Wildlife, je vois mal moi? Research Center. Et c'est un site gouvernemental. Ils ont mis ce site-là sur les rapports le centre de rapport pour les amphibiens mal formés. Évidemment, c'est devenu un objet de recherche extrêmement fort. Et extrêmement fort parce que les amphibiens, ils sont, je dirais, aux premières loges de la pollution. Alors, c'est sûr que ce qui les atteint, ils ont une peau qui est extrêmement perméable. Et quand l'eau est polluée, ça les affecte tout de suite. Et ce que disaient les scientifiques, bien, c'est eux qui sont affectés avant que ça se rende à nous. Donc, il faut regarder ce qui se passe. Et donc, il y a eu une communauté qui s'est développée là-dessus. Et tout est parti avec des données bien faites, présentées par des jeunes. Et là, on voit que c'est le même site, Fragile Legacy. Alors, c'est sur une espèce vulnérable. Je ne sais pas si vous êtes capable de lire ce qui est en dessous de la photo. C'est notre projet qui a acheminé à cette équipe-là une photographie d'une espèce où ils demandaient, maintenant il y a beaucoup d'espèces de cette photo-là, de cette espèce, il y a beaucoup de photos de cette espèce-là sur Internet, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et nous, on avait une fiche sur l'espèce, on avait trouvé ce poisson-là, on l'avait en aquarium, on l'avait photographié, on l'avait filmé, et on leur a acheminé quelques exemples en leur disant, mettez simplement notre... Alors, vous voyez un peu l'insertion d'équipes de jeunes comme ça dans des communautés. C'est pas un rêve, là, c'est faisable, mais il faut un contexte où ça se fait de façon rigoureuse. Et vous comprenez que c'est valorisant quand ça se produit. Le dispositif dont je parlais tout à l'heure, je disais qu'un prof avait trouvé un truc simple sur la rigueur par rapport aux sources.
Il prenait une feuille 8,5 par 14, puis il disait, bon, mais quand vous avez une donnée significative que vous allez mettre dans la fiche, vous devez avoir au moins 2 sources là-dessus. Si les 2 sources ne sont pas convergentes, si elles divergent, vous devez en trouver au moins une autre et trouver une explication de la divergence. C'est simple, mais les élèves étaient très... Puis en fait, ils enregistraient. C'est sûr qu'enregistrer leurs sources comme ça leur permettait de les mettre en référence à la fin de la fiche, mais ça leur permettait aussi d'aller vérifier est-ce qu'il y a des sources plus crédibles, moins crédibles. Est-ce qu'il y a un débat dans la communauté scientifique sur certaines caractéristiques de telle ou telle espèce? À quoi c'est dû? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et évidemment, ça pouvait aussi les amener à questionner leur expert. Alors, dispositif très simple, mais d'une terrifiante efficacité, si je peux dire. Alors, voici à quoi ressemble. Ça, c'est le début d'une fiche. Ça a quand même de la gueule, là. C'est une salamandre maculée. Alors, évidemment, le copyright, là, David Rodrigue, c'est le responsable de la classe des amphibiens reptiles du Québec. C'est lui qui a fourni la photo. Donc, au tout début, dans la présentation, il y avait l'identification d'animal, la photographie, un court texte. Et le court texte, encore là, on leur donnait des consignes. On disait, qu'est-ce qu'on met dans ce texte-là? On dit, ça doit être court, 3-4 phrases. Normalement, les premières phrases devraient amener le lecteur à se faire une représentation de l'espèce, même si vous n'aviez pas de photo, il ne pourrait pas la voir. Donc, ça leur dit comment est-ce qu'on présente l'espèce. Et les dernières phrases devraient accrocher le lecteur par ce que j'appelle l'image de marque, c'est-à-dire une caractéristique insolite de cette espèce-là, qui la rend surprenante, qui la rend particulière. Et les élèves ont très bien compris ça. Ce texte-là, on parle des élèves de 5e année, de 11-12 ans, ça a pris une grosse journée à le faire, parce que chaque élève a fait son texte. Les élèves ont présenté leur texte, en ont discuté et ont formulé un nouveau texte à partir des meilleures choses qu'il y avait dans le texte des autres. Et là, moi, je me disais, j'espère que les élèves ont travaillé fort, j'espère que les élèves dont le texte n'est pas retenu, en fait, c'est la majorité, puisqu'ils ne seront pas déçus. Et j'ai posé la question. Il y a un gamin qui m'a répondu, « Hey, non! Imagine, là, il y a des classes là, en Suisse ou en Chine là, qui vont lire ça. Il faut que ça soit impeccable. Il faut que ça soit bien. » Et cette idée là, de publier pour de vrai sur Internet, ça fait monter la barre de façon très, très haute. Et évidemment, de façon aussi très intéressante, très productive et très efficace. Un autre exemple sur le hérisson en France. Ça, c'est le prof qui a fait la photographie. Le genre d'informations qu'on trouvait sur la fiche, des textes, des photos, des cartes de distribution, des graphiques. On verra l'importance des graphiques tout à l'heure dans un échange avec un expert, des tableaux. Les cartes de distribution, on leur donnait une carte vide de l'Est d'Amérique du Nord, et c'est eux qui allaient vérifier sur différentes sources, et c'est eux qui coloriaient. Donc, il faut comprendre qu'à travers ça, c'était pas, ils n'avaient pas un cours sur Excel, un cours sur traitement graphique, mais dans le contexte de ce qu'ils avaient à faire, très, très vite, ils apprenaient le traitement graphique. Ceux qui étaient plus rapides là-dessus le montraient aux autres pour que tout le monde puisse le faire. Même chose pour l'Excel. Donc, le contexte créait cette espèce d'engouement et de volonté de maîtriser les outils au bénéfice de la qualité de la fiche. Maintenant, est-ce que c'est une production scientifique? Bien, on peut comparer avec ça. Ça, c'est des guides, vous les connaissez peut-être, guides sur l'observation de différentes espèces, les oiseaux, les poissons, les amphibiens reptiles. Certains des guides, au lieu de faire juste une fiche descriptive, vont donner les mœurs de l'espèce. Mais ces guides-là, ils sont utilisés au premier cycle universitaire en biologie comme outil de travail sur le terrain. Alors, les gens qui étudient en ornithologie utilisent ces guides-là pour aller sur le terrain. Les gens qui sont en herpétologie utilisent les guides sur les amphibiens reptiles, ces guides-là. Or, les fiches
sont beaucoup plus développées que ces guides-là. Elles ont un niveau de développement et d'articulation supérieur. Généralement, ce qu'il y a sur une espèce, c'est dans une page, alors que ce qu'il y a dans une fiche d'élève est très, très élaboré. Donc, on peut dire, oui, il y a un certain produit de qualité scientifique dans la production des fiches des élèves. Les enfants se sont montrés très vite concernés par ce qu'ils ont appris. Alors, c'est sûr que la qualité de leurs écrits, comme je vous disais tout à l'heure, ils voulaient que ça soit de bonne qualité, que ça soit bon, que ça soit fiable sur le plan du contenu, mais aussi excellent sur le plan de la forme. Ils ne voulaient pas contacter leurs experts trop tôt, pour ne pas soumettre des questions banales. Et il y a des élèves qui ont proposé de rencontrer le maire ou les conseillers municipaux, et même les médias, pour les prévenir qu'on a telle espèce, puis là, vous avez des projets de construction de parking, et ça va détruire les marécages dans lesquels vivent ces espèces-là. Et évidemment, ils ont vérifié ça. Ils ont eu cette impression-là en faisant leurs recherches. Ils ont vérifié avec le conseiller scientifique qui a dit oui, effectivement, il y a un risque. Et il y en a qui sont allés, effectivement, qui ont contacté les journalistes. Et c'est assez. Puis il y a même un conseiller municipal qui est allé dans une des classes qui avait été invité. Donc, on voit un peu. Alors, pour dire que la caractéristique dont je parle ici, c'est avoir cette espèce d'engagement par rapport à la science produite. Et on voit des élèves de fin primaire, troisième cycle, qui arrivent à ce niveau-là, finalement. Troisième principe, la science progresse par ses questions. Ça aussi, c'est donc, je disais tout à l'heure que c'est par rapport à ce qui se fait habituellement, c'est installer les élèves dans une nouvelle attitude par rapport à la construction du savoir scientifique. Alors, les élèves étaient systématiquement incités à rechercher des curiosités, ce que j'appelle l'effet aha. En bon québécois, c'est je disais, par exemple, on a une espèce de petite grenouille, de rainette au Québec. L'hiver, elle gèle. Si vous la trouviez sous les feuilles, que vous l'échappiez sur la table, elle casserait comme du cristal. J'ai dit, c'est exactement ça que vous devez rechercher. Pour toutes les espèces que vous allez regarder, il y a quelque chose qui fait « Comment ça? » Et donc, on installe ça dès le début dans la présentation de l'espèce. Je disais, vous avez une caractéristique surprenante. Mais là, on s'en va de là vers ce qui arrive à la fin de la fiche où il y a une question intéressante qu'on a encore résolue sur l'espèce. Et donc, on a, encore là dans le dispositif, on cultive la curiosité. On sait que ça a un effet motivationnel très, très grand. Mais on sait aussi que c'est à la base des questions qu'ils vont poser, des réponses qu'ils vont trouver et de ce qu'ils vont élaborer comme connaissance. Vérifier constamment la validité et la cohérence de leurs sources, le dispositif donc, que je vous montrais tout à l'heure avec les différentes sources et leur cohérence. Comparer les informations entre les équipes et les classes. Alors, généralement, il y avait, bon, c'est encore un prof qui a eu cette idée-là, puis on l'a propagée aux autres classes. Il faisait à toutes les, je dirais, 2 semaines. On pense que c'est un projet qui dure l'année, là, qui commence généralement ils ont leur adoption généralement fin octobre. Le processus a commencé un peu avant, et ça va jusqu'à fin avril, début mai. À peu près à toutes les 2 semaines, le professeur faisait une mise à niveau. Et la mise à niveau, c'était, bon, l'équipe qui s'occupe du cycle biologique. Depuis la dernière fois, qu'est-ce que vous avez trouvé de significatif? Il le présentait. Et généralement, il y avait un représentant de l'équipe qui le présentait, puis il y avait une rotation, un roulement d'un élève à l'autre, d'une fois à l'autre. Et là, après ça, le professeur demandait aux autres équipes, est-ce que vous avez, dans vos lectures, trouvé quelque chose qui compléterait ce qu'il y a dans cette fiche-là? Et il faisait la même chose en faisant toutes les équipes. Et après ça, il disait, bon, OK, est-ce que vous avez des questions qui ne sont pas résolues? Et là, chaque équipe disait, bien, nous, on est bloqué, là, ça, là, on se pose la question, on aurait besoin de savoir ça, puis on ne trouve rien là-dessus. Donc, il y avait un coin recherche où on avait des post-it, puis on indiquait cette question-là. Et si la question restait là 2 ou 3 rondes, c'était le genre de question qui allait
au conseiller scientifique. Alors encore là, on a arrivé à déterminer dans le processus c'est quoi des bonnes questions, c'est quoi des questions porteuses et comment on les identifie. Voilà. Maintenant, ce qui nous aide, c'est la biodiversité. Et on les sensibilisait très, très, très tôt à ça. Alors là, on a des espèces du Québec. Le passerin indigo que vous avez, c'est l'oiseau préféré de Florian, c'est un oiseau astronome. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a découvert, il y a certains oiseaux dans les migrations qui s'orientent de façon magnétique. Mais eux, ils ont une représentation des constellations dans leur cerveau, donc elle est innée, et qu'on a pu déterminer parce qu'on les a mis dans des chambres de Faraday où donc on isole toute manière qui pourrait intervenir. Et tout ce qu'ils ont, c'est une espèce de dôme avec les constellations. Puis quand c'est au moment des migrations, bien, ils ont mis sur la base du dôme une espèce de papier. Là, quand on gratte dessus, il y a l'encre qui sort. Là. Et évidemment, ils disposent un peu au hasard les constellations qui sont là. Et ils réalisent que systématiquement, l'espèce va vers telle constellation, quel que soit l'endroit où on le fait. Alors, c'est assez phénoménal. Et il y a des recherches très sérieuses là-dessus. Hubert Reeves en parle d'ailleurs même dans un de ses livres, où il parle des oiseaux. Le phalarope, c'est un oiseau où les rôles sexuels sont inversés. Alors, c'est la femelle qui fait des approches, qui séduit le mâle. Elle s'accouple avec le mâle. Évidemment, elle se bat contre les autres femelles pour garder ses mâles. Elle s'accouple, elle pond le nid, place le mâle sur le nid et va chercher un autre, et ainsi de suite. Alors, il y a quelques espèces comme ça, mais c'est très particulier. Le triton, alors ça, c'est le triton vert. Il n'est pas très vert là. Alors, il y a deux phases. Quand il est dans l'eau, il est vert, vraiment vert. Et quand il est en phase terrestre, il est rouge comme ça. Et rouge, là, c'est dangereux de dire pourquoi, là, parce qu'il n'y a pas de finalité comme ça, mais c'est produit de la sélection naturelle. Il est extrêmement toxique. Un choc, il l'avalerait, on pourrait en mourir. Et donc, c'est des choses assez surprenantes. Et ça, c'est des choses qu'on raconte aux enfants, mais pas, on ne leur déballe pas tout ça, mais quand il y en a qui travaillent, par exemple, sur les salamandres, on va parler d'exemples comme ça. Et ça arrive souvent au fil des discussions, des questions que les élèves ont parce qu'ils ont lu des choses. Alors ici, ça, c'est la fameuse petite rainette qui peut geler et casser si on l'échappe, mais si on la réchauffe, elle se réanime. Et elle a aussi un côté caméléon. Alors, si elle est sur de la verdure, sur des fougères ou sur de l'herbe, elle est verte, comme ça, vert tendre. Et si elle est sur un tronc d'érable, elle devient grise. Si elle est sur la terre, elle devient brune. Si elle est sur un mur un petit peu plus gris que ça, gris perle un peu, elle devient grise et en quelques minutes. Donc, elle transforme sa couleur, ce qui est assez fascinant. L'umbre de vase, c'est le poisson dont on avait envoyé la photo américain. C'est un poisson qui, évidemment, les poissons n'ont pas de poumons. C'est un poisson d'étang, de très petits étangs, des mares même. Et il arrive des fois que les mares s'assèchent. Et ce poisson-là fait simplement se glisser dans la vase, laisse son nez à l'extérieur, et il a une vessie natatoire, c'est ce qui permet c'est le ballast qui permet aux poissons de varier leur position verticale dans l'eau. Cette vessie natatoire est très vascularisée. Ils peuvent donc ingérer de l'oxygène et la vascularisation va permettre de la récupérer. Et donc, ils n'utiliseront pas leur branchie. Et ils sont capables, quand il commence à pleuvoir, de sauter entre 1 et 2 mètres pour aller dans un autre étang s'ils sentent qu'il y a de l'eau. C'est quand même étonnant. Et donc, c'est sûr que ce sont des choses dont on parle aux enfants et ils deviennent très, très, très avides de ce genre de particularités-là qui soulèvent souvent des questions importantes sur l'adaptation, sur la théorie de l'évolution, etc.
Un exemple de question d'élève. Question intéressante non résolue concernant l'espèce. Comment la rainette crucifère arrive-t-elle à supporter l'intensité et l'acuité des vibrations engendrées par son propre cri et par ceux de ses congénères? Moi, je suis allé dans un étang, quand il y en avait une cinquantaine, je pensais que mes tympans allaient éclater. C'est d'une intensité absolument incroyable. La rainette crucifère, elle est grosse comme le bout de mon pouce. Alors, c'est sûr qu'à cette intensité-là, si on avait une intensité proportionnelle de son qu'on entendrait, là, on a des tissus qui éclateraient. Alors, les élèves, ils se sont posés la question. Et c'est eux-mêmes qui ont formulé ça à travers leur lecture. Et ils ont une hypothèse, ils ont à formuler une hypothèse qui leur permet d'essayer un mécanisme spécial au niveau de l'oreille moyenne des grenouilles. Puis, évidemment, c'est une hypothèse à partir de leur lecture, à partir de l'échange avec les conseillers scientifiques. Un exemple de conversation avec M. Dioucé, qu'on a vu. Alors, c'est celui dont je vous disais que les élèves sur la salamandre maculée, celle qu'on a vue tout à l'heure avec des points jaunes, elle a un drôle de comportement. Si elle est attaquée par un prédateur qui la saisit, généralement, c'est une couleuvre. Elle sécrète très, très, très vite une espèce de mousse collante un peu toxique. Et généralement, le prédateur est tout collé avec ça. Imaginez comme si vous garochiez un pot de colle. Et ça lui permet de se sauver. Alors, ils avaient lu ça quelque part, mais jamais trouvé d'informations plus détaillées là-dessus. Ils ont essayé de rejoindre. Puis là, ils étaient vers la fin de leur fiche. Il fallait qu'ils trouvent l'information. Ils avaient un peu leur échéancier. Et leur conseiller scientifique, le responsable de la classe des amphibiens reptiles du Québec, était au Texas en train de faire une formation terrain. Et donc, ils ont cherché sur Internet, on a trouvé ce monsieur-là. Et ils ont eu donc plusieurs interactions avec. Alors, une des interactions, il faut penser que c'est une classe francophone. Il y avait dans cette classe-là, alors là, moi, je l'ai traduit, mais ils avaient dans cette classe-là un jeune anglophone en immersion. Et évidemment, au moment de communiquer avec cet expert-là, c'était leur interprète. Alors, c'est lui qui formulait les questions en anglais, puis moi, j'ai mis là en français. Là. Mon nom est Jeff Tinkler, nous étudions la salamandre maculée, nous aurions quelques questions. Nous avons lu que durant la période de reproduction, il y a souvent 10 mâles pour une femelle dans l'étang. Nous avons également appris que toutes les femelles ne se reproduisent pas nécessairement chaque année. D'élèves de 11-12 ans. Là. Voici notre question. S'il y a plus de mâles que de femelles dans l'étang, est-ce parce qu'il y a plus de mâles à la naissance ou parce qu'il y a un certain nombre de femelles qui se reproduisent à chaque année? Il n'y a qu'un certain nombre de femelles. Et la réponse, quelle question intéressante. La réponse repose en fait sur 3 constatations. Toutes les femelles ne se reproduisent pas chaque année. Les mâles demeurent plus longtemps dans l'étang que les femelles. Les mâles commencent plus jeunes leur cycle de reproduction. Il s'ensuit que si on fait une observation pendant une nuit donnée, la plupart des mâles sont présents dans l'étang, alors que les femelles peuvent être réparties en 4 catégories. Les femelles matures qui se reproduisent cette année qui sont présentes, celles qui se reproduisent cette année qui sont absentes, celles qui ne se reproduisent pas et les femelles immatures. Vous voyez quand même le niveau de discussion, c'est assez étonnant. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que le dispositif rend possible ce genre d'interaction. Le mystère du 4e spécimen. Alors ça, vous voyez, on est en classe et on est en train de mesurer une salamandre. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils avaient à remplir le tableau sur le tableau d'identification, puis on avait dedans la longueur, on avait aussi le poids. La longueur, ils trouvaient ça partout dans les guides, dans les livres. Et le poids, personne ne parlait du poids. Alors, mais les élèves ont dit, on en a 4 spécimens en classe. On va les peser. Mais tant qu'à les peser, on va les mesurer aussi. Et là, Et puis là, il y en a un qui est assez ingénieux. Il a dit, on va les mesurer, on va compter les points aussi. Alors là, ils ont eu une grosse prise. Et voici ce qu'ils envoient. Là, c'est à David Rodrigue. Vendredi dernier, nous avions en classe 4 spécimens de salamandre maculée. Nous avions pour objectif de les mesurer et de pouvoir ensuite établir une relation proportionnelle. Voici nos observations. Je vous laisse regarder. Là. Constatation, toutes les salamandres ont une longueur du nez au cloaque qui représente, ça c'est juste avant la queue, là, qui
qui représente la moitié de la longueur totale, à l'exception du spécimen 3, pour lequel la queue est plus longue. Non seulement est-elle plus longue, mais on constate sur la queue deux sortes d'étranglements qui nous amènent à penser que la queue a pu repousser. Chez les salamandres, quand un prédateur les attrape par la queue lâche. Et la salamandre se sauve, puis ça repousse. De plus, cette salamandre compte plus de points jaunes. Se peut-il qu'il y ait plus de points sur une queue qui repousse? Il fallait le faire, là. Fallait pas... et c'est sûr que ça aurait pu passer inaperçu. Mais c'est parce que quelqu'un a dit, bien, tant qu'elle est mesurée, pourquoi on ne compterait pas le nombre de points? Et donc, a créé cette espèce d'opportunité-là, puis de générer donc une nouvelle question, puis qu'ils ont cherché à répondre par eux-mêmes. Et la réponse, bien qu'il n'y ait pas nécessairement d'études publiées traitant du sujet. Alors ça, on parle de vraiment un grand expert, il ne connaît rien là-dessus, il ne connaît pas d'écrit là-dessus. Mais, il dit, il semble bien, il s'agit là d'observations personnelles ou provenant des collègues. Donc, il avait, à son niveau, fait aussi cette observation-là, mais il n'y a pas de réponse. Il fait une hypothèse, mais il n'y a pas de réponse. Et vous voyez encore là, c'est ce que j'essaie de montrer par ces exemples-là, c'est vraiment le niveau de discussion. Soyez pas surpris si j'ai plus d'exemples de la première classe. Celle-là, je l'ai suivie très. C'est pour ça que j'ai des photographies, c'est pour ça que j'ai plus d'informations sur ce qui s'est passé dans celle-là, mais j'en ai sur plusieurs autres aussi. Alors, d'autres exemples de questions. Ça, c'est en France. À quoi sert ou a servi la nageoire adipeuse des salmonidés? La famille des saumons, des truites, des ombres. Et vous voyez, il y a une petite nageoire entre la nageoire dorsale et la queue. Et cette nageoire-là, elle n'est pas souple, elle est assez épaisse, elle est pleine de graisse. Mais c'est une nageoire. Normalement, les nageoires pourraient guider la navigation. C'était manifestement pas le cas là. Alors, on n'a pas de réponse. Mais les élèves ont repéré cette question-là étrange. Là. Les colverts. Il y a un comportement homosexuel chez les colverts. Il y en avait une classe à Magog qui en a observé et qui ont remarqué ce comportement-là, parce qu'on distingue facilement les mâles et les femelles. Et là, ils ont dit, ça ressemble, là. On dirait que oui, parce qu'il y a des accouplements, puis des tentatives. Là, alors, ils sont allés voir dans la littérature, c'est effectivement avéré. L'homosexualité existe aussi chez plein d'espèces animales, et en particulier chez le canard colvert, qui est assez fréquent. Et donc, c'est intéressant aussi, là, parce que quand les enfants entendent des adultes dire « Ouais, mais c'est hors norme ou hors nature », c'est incroyable tout ce que ça génère comme réflexion. La couleuvre rayée, alors ça, c'est des choses qui ne sont pas établies, mais qu'on voit dans la littérature. Est-ce qu'elle protège vraiment ces petits en les cachant dans sa gueule? Les crocodiles font ça. Mais là, il y a des biologistes qui disent non, ça doit être des espèces de... On a confondu cette espèce-là avec une autre qui mangeait des couleuvres d'une autre espèce. Mais il n'y a pas de... Il y a beaucoup d'informations folkloriques. Oui, mais pour cette espèce-là, est-ce que c'est le cas? Et, évidemment, c'est la classe qui travaillait sur cette espèce-là qui a posé la question. Le pic flamboyant, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pic bois, mais qu'on voit surtout au sol, qui mange beaucoup de... On voit ses pelouses, il mange des fourmis. Alors, bizarrement, les juvéniles qui ne sont pas encore matures, avant leur migration d'automne, ont des comportements de parade sexuelle. Mais là, ils ne sont pas à l'âge de... Alors, pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est quand même étonnant, et on ne trouve pas ça chez les autres espèces. Alors, les élèves repèrent ça. Alors, vous voyez un peu, ce que ça signifie, c'est que les élèves approfondissent vraiment les espèces sur lesquelles ils travaillent et relèvent des choses qui sont étonnantes. La salamandre, pourquoi les taches jaunes? Pourquoi? Et ici, est-ce que la rainette crucifère, qui elle aussi peut geler l'hiver, est-ce qu'elle respire quand elle est congelée? Alors, vous voyez le niveau de question. Donc, ça fait un peu le tour. Je pense qu'effectivement, que le fait que la science progresse par ces questions, on atteint aussi ça avec les élèves. Si on regarde maintenant, bon, c'est beau, c'est un beau projet, mais c'est un projet un peu à part. Est-ce que ça s'inscrit dans le programme de formation de l'École québécoise?
Ben oui, et voyons de façon très, très forte même. Compétences transversales. La première, exploiter l'information. Alors, comme je vous disais, très rapidement, les élèves vont sur plein de sources, ils sollicitent, ils vont voir des sites Internet, des livres, des revues, des CD, des vidéos, des émissions de télé. Ils sont vraiment extrêmement avides d'informations. Et c'est sûr qu'ils trient, ils critiquent, mais ils vont voir. Résoudre des problèmes. Alors, c'est sûr que le contexte leur donne plusieurs problèmes à résoudre. Il y a des problèmes qui sont simplement de trouver de l'information. Ils sont des fois régler le fait que des informations ont l'air incohérentes, contradictoires, et essayer de trouver des questions qui sont significatives. Et ce qui est intéressant en termes de résolution de problèmes, c'est que les problèmes sont variés, ils sont complexes. La durée est importante parce que vraiment apprendre à résoudre un problème, le temps de faire des erreurs, de pouvoir revenir en arrière, de choisir d'autres avenues. Et évidemment, le projet rend ça. Oui. Oui, c'est des problèmes de très haut niveau. J'ai eu une discussion avec des élèves de 4e année sur la théorie de l'évolution qui m'a vraiment impressionné parce que la question, il travaillait sur le colibri, cet oiseau-mouche. Et il cherchait évidemment sur Internet des photographies. Et là, l'élève a dit, on a trouvé plein de photographies de notre espèce de colibri à gorge rubis, femelle. Mais on a trouvé d'autres espèces qui sont presque pareilles, d'autres espèces de colibris. Et la question, c'est pourquoi il y a des espèces qui sont très semblables malgré le fait qu'elles soient différentes? Vous ouvrez l'origine des espèces de Darwin, vous regardez le premier paragraphe, et c'est comme ça qu'il pose la question. C'est exactement ça. Comment se fait-il qu'il y ait des espèces semblables et comment se fait-il qu'il y ait des espèces très semblables mais quand même différentes? Et le très semblable, c'est évidemment l'origine commune. Et le très différent, c'est la sélection naturelle. Mais la question posée par un élève de 4e année, à partir du travail qu'elle fait, c'est le paragraphe d'ouverture de l'origine des espèces. Évidemment, il faut le savoir, comme je l'ai lu, je le savais. Mais c'est quand même fascinant. Là. Ce que ça dit, c'est que ce contexte-là installe les enfants à un très haut niveau. Et on a eu une grosse discussion sur le code génétique, en le comparant avec des recettes de cuisine. Il faut des ingrédients, il faut une procédure. Et là, évidemment, on a parlé de la couleur des yeux, et puis comment ça se fait que mon père a les yeux telle couleur, ma mère telle couleur. Mais on a eu une discussion de 3/4 d'heure, 1 heure sur la génétique, la théorie de l'évolution, avec des élèves de 4e année, mais les questions fusaient. Puis, et elles ont été déclenchées par la question sur les colibris. Possibilité de faire des retours en arrière, possibilité de vérifier, de donner les sources, possibilité de demander conseil aussi, parce qu'il y a des personnes ressources, parce qu'il y a des experts, etc. Exploiter son jugement critique. Alors, l'autre sexualité. Je vous raconte un peu ce qui s'est passé. C'est dans la classe de seconde. Ils étaient par équipe. L'équipe qui travaille sur le cycle biologique et en particulier sur la reproduction. Petite fille de 11 ans. Je vais la voir, puis là, elle dit on a un problème avec la fiche parce que c'est marqué mode de reproduction. Puis là, c'est marqué frais, accouplement. Frais comme chez les poissons. Alors là, évidemment, la femelle pond les œufs, puis le mâle passe par-dessus, puis ensemence les œufs. Fécondation externe. Mais elle m'explique tout ça, là. Accouplement, et là, c'est comme chez les mammifères ou chez les oiseaux, les partenaires se font des caresses, puis après ça, il y a fécondation par pénétration, fécondation interne par pénétration. Elle dit, la salamandre, c'est ni l'un ni l'autre. Là, elle dit, oui. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle dit, oui, on a lu ça, là. Elle dit, le mâle, il approche de la femelle, il apprend par le cou, il frotte le nez, elle sent ses glandes, et puis il se frotte les deux. C'est comme
comme les mammifères ou les oiseaux. Après ça, quand elle a l'air d'accord, le mâle, il s'en va dans le fond du ruisseau et il dépose des gélules, des cônes de sperme. La femelle passe et avec son cloaque, elle les prend à l'intérieur. Fécondation interne sans pénétration par le mâle. J'étais ahuri. Alors le soir, j'appelle David Rodrigue, que je connais bien, là, puis je lui pose la question. Il part à rire. Je dis, voyons. Ben, il dit, ça fait 2 congrès scientifiques d'herpétologues où quelqu'un propose qu'on fasse un comité pour trouver un autre terme, parce que les termes existants ne sont pas adéquats. Mais encore là, jugement critique. Hein? L'élève, pas seulement l'élève, mais elle me rapportait ce qu'elle discutait dans le groupe. Elle était un petit peu gênée quand elle parlait de pénétration, puis tout ça, mais ils sont quand même allés voir, puis avant de m'appeler, ils ont vraiment vérifié, puis frémissement d'ailes. Alors ça, c'est la classe du colibri. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas tous les détails, puisque c'est frémissement d'ailes. Donc, dans la classe du colibri, il y a un garçon qui lève la main, il dit ouais, on cherche de l'information, puis là, sur les battements d'ailes, on voit, bon, des fois, c'est 75 battements minutes, des fois, c'est 80 battements minutes, puis des fois, c'est 95 battements minutes, puis c'est 100 battements minutes. Il dit ça ne marche pas, là. C'est quoi? C'est l'un, l'autre, c'est lequel? Il y a trop de variations. Très intéressant. Alors, je dis, où est-ce que vous avez trouvé l'information? Et là, on commence à sortir les sources. Il y a des sources, c'est le journal, il y a un journal où c'est la semaine, où des fois, il y a des petits dossiers. C'est sûr que l'information qui est là-dedans est un peu moins probante. Ils avaient l'atlas des oiseaux nicheurs. Alors, la première chose, ça a été de démêler aussi la crédibilité des sources. La deuxième affaire, ça ne résolvait pas tout. Parce que dans la source la plus crédible, il y avait 75 ou 80. Alors là, je dis à un gamin, mets-toi dans le coin de la classe. J'ai dit, les autres, prêtez bien attention. Tu vas marcher jusqu'à l'autre coin. Tout le monde, comptez ses pas. Alors, il marche. Là, évidemment, on demande après. Et là, bien, il y en a 34. Non, 33, 35. Ah, il y a toute la question de la mesure, la fiabilité de la mesure. Mais c'est sorti parce qu'on l'a répété quelques fois. Ah oui, donc, le fait que ça a oscille entre 75 et 80, c'est peut-être pas si grave. Puis là, je dis, bien, attendez un peu. Reviens ici. Là, je dis, il va recommencer. Pensez-vous que ça va être la même chose? Tout le monde a dit, bien, ça va varier un peu. Alors là, quelqu'un dit, ouais, mais 95, 100, on n'est plus dans la petite variation. Mais un autre gamin, ils ont tous lu là-dessus, là, qui dit, ouais, mais il me semble que j'ai vu que c'est quand il poursuit un gros oiseau qui s'approche de son nid. Ah! Je reprends un gamin, puis je dis, OK, là, tu ne marches pas, tu vas courir. Je dis aux enfants, avant qu'ils partent, pensez-vous que ça va faire la même chose? Mais non. Alors, voyez-vous, donc, l'idée, c'est que, jugement critique, on regarde, on prend une information, on la traite avec des moyens qui sont extrêmement compréhensibles par les élèves et qui font un bout avec ça, puis qui se réappliquent après ça, même quand ils ont d'autres questions qui se posent. Mettre en œuvre sa pensée créatrice, on a parlé tout à l'heure, le mystère du 4e spécimen, le spécimen qui avait... Parce qu'en passant, là, je disais que les clés que je suis détaché. Alors, ils avaient donc une question là-dessus, mais encore là, sa pensée créatrice, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait pensé de compter les points jaunes, puis si on n'avait pas pensé mettre en relation les données, il y a aussi quelqu'un qui a dit, ben, t'as peu, ça ne marche pas, là, puis ils ont examiné de plus près, puis ils ont vu qu'il y avait des renflements, où la queue avait repoussé. Donc, tout le processus ingénieux de traitement des données.
D'ordre personnel et social. Structurer son identité. Ça, c'est très important parce que la mémoire autobiographique et la contextualisation des élèves, quand ils rapportent leur espèce et pourquoi ils pensent ou ils sont persuadés que l'espèce existe dans l'environnement, ils partent de leur mémoire personnelle, souvent des voyages de pêche, de camping, de promenades, sorties scolaires. Et c'est à même ça qu'ils vont chercher les données, les premières données les plus frustres. Mais c'est relié à leur identité, c'est relié à leur histoire personnelle. Et c'est très contextualisé à leur environnement. Sécurité personnelle face à la nature. Alors, une sortie qu'on a fait justement au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, à un moment donné, on a trouvé des grenouilles, plusieurs espèces, on a fait l'identification des espèces, puis les élèves étaient tout autour et regardaient, puis l'un qui a voulu toucher, elle a sauté. Elle a sauté vers une petite fille, puis elle se tenait plus loin parce qu'elle avait peur. Elle a lâché un cri terrorisé, alors évidemment, rattrapé vite la grenouille, et bien prévenu les autres élèves de ne pas la niaiser, de ne pas exagérer. Et une couple de semaines plus tard, en sortant de la classe, cette petite fille-là voulait que nous lise ce petit bout de une feuille. Avec ma confiance, j'ai finalement touché une femme. Merci, Michel. Merci, Michel. Ça c'est extraordinaire. Mais ce que ça montre aussi, c'est le fait de mieux connaître, le fait d'apprivoiser, ça développe aussi de la sécurité. Alors, on est encore là dans l'identité personnelle. Responsabilité par rapport aux espèces vulnérables. On a un rôle, on a une responsabilité, on produit un certain nombre de dégâts dans la nature et il faut se sensibiliser à ça. Et aussi notre propre place dans la continuité animale, parce que les élèves, évidemment, ils disent « Ah, c'est comme nous. Ah, la façon, quand ils ont, par exemple, des comportements familiaux qu'ils observent chez une espèce. » Et il y a une espèce de rapprochement qui se fait, et il y a souvent une distance dans la population, dans l'imaginaire entre animaux et humains. Et dans le contexte de ça, les élèves disent « Ah, mais il y a plus de ressemblances qu'on pense. » Et c'est assez intéressant sur le plan de l'identité personnelle aussi. Coopérer, mais là on a vu, dispositif à plusieurs étages, nécessité à coopérer, respect de l'expertise, responsabilité. Ça, c'est très important. Responsabilité de naissance, là, quand les élèves disaient, ben oui, mais il faut que le maire sache ça, il faut que les conseillers municipaux sachent ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel sur le plan motivationnel. C'est de dire, ce que je sais a un impact. Et ce que je sais, je dois le communiquer. Et c'est donc pas juste apprendre pour apprendre ou parce qu'on a un devoir à faire, mais apprendre parce qu'il y a des choses importantes à savoir, il y a des choses importantes à partager pour la suite du monde. Compétences transversales de l'ordre de la communication, évidemment. Communiquer pour apprendre. Publier pour de vrai. Ça, c'est absolument important. Ça a aidé beaucoup à la qualité des productions, que les élèves sachent dans quelle catégorie ils se retrouvent, avec quel standard. Ils se comparent aux meilleures fiches qui existent sur le web, produites par des experts ou par des professionnels. Et c'est vraiment publié. Leurs parents peuvent le voir s'ils ont des amis dans un autre pays, ça peut être vu. C'est vraiment publié pour de vrai. S'engager dans un processus de validation. Donc, on ne dit pas n'importe quoi. On s'assure de la qualité de ce qu'on produit. On soigne le contenu, on soigne la forme. Si on regarde les domaines généraux de formation, bien sûr, environnement et consommation, sensibilisation problématique environnementale, biodiversité, patrimoine, conservation, c'est évident, on a vu des exemples tout à l'heure. Les médias, utilisation intensive, mais critique des différents médias, et là, at large, les publications, la diversité des sources, la confrontation des sources, la validation. Vivre ensemble et citoyenneté, règles de respect, de collaboration, de négociation. Ils apprennent à négocier, ils respectent leurs experts. Il y a vraiment, sur la civilité, quelque chose d'important qui se passe là. Domaine d'apprentissage, mais là, on parle qu'on est au primaire. Les savoirs essentiels rattachés à l'univers vivant, on les couvre presque tous, tels qu'ils sont formulés dans le PFQ. Et les stratégies proposées pour l'utilisation d'éthique, on va même au-delà.
Et le domaine des langues, bien sûr, communication écrite, lecture, écriture. Quelques chiffres, donc 99 à 2002. C'est avant 99, mais plus dans des classes, une ou deux classes là, qui nous servaient de banc d'essai pour tester et développer. 28 classes de l'ordre du primaire ont participé au projet, dont 13 en France, 15 au Québec. 28 classes, c'est beaucoup et pas beaucoup. Quand je dis que c'est pas beaucoup, bien, c'est sûr que c'était pas dans le programme du ministère. Il fallait que les gens en entendent parler. Il fallait qu'ils aient un dispositif informatique, des ordinateurs en classe. Pas nécessairement plus qu'une par équipe, mais à peu près au moins ça. Des fois, il y a des classes où il y en avait 2 pour la classe. Donc, il y a un ensemble de conditions qui font que ça ne se produisait pas nécessairement de façon explosive, mais quand même, c'est surtout du bouche à oreille. Et ça s'est fait aussi bien en France. En France, j'ai donné des conférences là-dessus. Et suite à ces conférences-là, j'ai eu des courriels. Est-ce qu'on ne pourrait pas embarquer? Bien oui, c'est sur le web, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit une espèce française. Puis bon, et j'ai eu des rapports assez exceptionnels. J'ai visité toutes les classes qui en ont fait en France. Pour les 15 fiches québécoises, 9 peuvent être considérées complétées à plus de 85 %. C'est sûr que quand on voit tout ce que ça implique, on arrive à la fin, la fiche, un amateur dirait tout est là, et les élèves disaient il y aura encore des choses à faire. Parmi les 15 classes québécoises, 7 ont pu poursuivre des échanges significatifs avec des experts de contenu. Alors c'est sûr qu'on en a trouvé, mais on n'a pas toujours trouvé au niveau où on souhaitait. Et parmi les 15 classes québécoises, 6 ou 7 ont vraiment formulé des questions intéressantes non encore résolues, comme j'en ai donné des échantillons. Et je pense qu'il y a un lien entre les deux, là, 6 ou 7. C'est aussi relatif au fait qu'il y avait 7 experts vraiment là, qui sont des experts d'espèces. C'est relié parce que si on veut que la question soit intéressante et non encore résolue, on a besoin de valider ça avec des experts. Si on regarde le bilan un peu de Darwin, les élèves développent une pensée rigoureuse, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ils développent leur maîtrise d'éthique, différents types de logiciels, d'applications qui sont utilisés là, traitement graphique, traitement numérique, Excel, traitement de texte, etc., comme évidemment navigation sur Internet. Apprentissage coopératif, encore là, on a vu que ça se faisait à un très haut niveau. Apprentissage en contexte, souvent par des sorties sur le terrain, par des observations en classe et vraiment des espèces de leur patrimoine faunique. Apprentissage par projet à long terme, c'est vraiment, ils sont embarqués dans un projet. C'est sûr que l'idée du projet leur est proposée, mais le choix de l'espèce et la conduite du projet, ça relève vraiment d'eux. Apprentissage pour le transfert. Alors, j'ai un exemple assez surprenant. David Rodrigue, il est venu au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. C'était indépendant là, de Darwin. Il est venu faire une présentation sur les chants des anours. Alors, ce qu'on appelle les anours, c'est dans les amphibiens, c'est les amphibiens sans queue. Les urodèles, c'est les amphibiens avec queue. Avec queue, c'est les salamandres, les tritons. Sans queue, c'est les grenouilles, les crapauds, les rainettes. Et les grenouilles, les crapauds, les rainettes chantent pour attirer les partenaires sexuels, etc. Alors, il est venu faire une présentation là-dessus et il faisait une sortie, donc on était en soirée, pour aller les entendre et les reconnaître. C'est vraiment une superbe d'activité. Et évidemment, il nous a informé qu'il venait, parce qu'il était déjà le conseiller scientifique et plusieurs élèves de la classe sont venus avec leurs parents. Alors, je dirais que 80 % des questions qui lui ont été posées venaient des élèves, qui n'ont pourtant pas travaillé sur les anours, qui ont travaillé sur les urodèles. Ils ont travaillé sur des batraciens, sur des amphibiens. Et donc, ils avaient des questions, lui, il les connaissait, mais il a quand même été étonné, des questions extrêmement pertinentes, mais qui s'appliquaient plus à ce qu'il disait des anours. Motivation. Alors là, motivation, c'est très intéressant. Et quand je vous parlerai des émotions dans 2 semaines, le concept d'engagement est très important et très motivationnel. Et les élèves, le fait qu'ils soient engagés si fortement dans leur projet
Et vous avez dû comprendre que l'engagement, il est créé par le contexte mis en place dans le dispositif. On fait en sorte qu'il soit un peu happé vers en avant et qu'il développe cette espèce de responsabilité de faire la meilleure fiche possible, de vérifier leurs informations. Et c'est sûr que c'est un aspect motivationnel intense. La curiosité aussi, qui est stimulée fortement. Et responsabilité et engagement, civilité aussi. Donc, alors, le bilan est assez fort. Ça, je vous donne un peu des retombées. Alors, il existe un peu sur le modèle de Wikipédia, le EduTech Wiki, qui est fait par le TECFA. Je ne sais pas s'il y en a, tu connais Daniel Schneider. Et il en a fait un sur le monde de Darwin, qui est assez bien détaillé, parce qu'il a été fasciné par le projet. D'ailleurs, comme il dit, il ne suffit pas de laisser quelqu'un explorer un environnement pour apprendre les bonnes stratégies de travail. Il a besoin d'une relation puissante et importante avec un spécialiste du sujet qui travaille dans le même environnement. Et donc, il passe un petit peu les... Alors ça, évidemment, je l'ai appris parce qu'il m'a informé après qu'il l'ait fait, là, mais c'est quand même intéressant un peu comme retombée. Didier Moreau, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici, je sais qu'il a travaillé avec France Jutras. C'est un philosophe en France, beaucoup intéressé par le développement du jugement moral. Et qui a écrit un article dans la revue Aster, en parlant d'exemples du monde de Darwin. Et regardez ce qu'il dit. Chacun dans le groupe est solidaire des productions de la communauté et devient responsable dans la communauté illimitée, apte à y faire valoir ses droits à la discussion publique, fondement de la vie démocratique. Et il a été très élogieux sur ce projet-là comme étant un projet qui, sur le plan de la formation au jugement moral et formation éthique, était très significatif. Ça, c'est autre chose un peu amusante aussi. C'est un projet par des biologistes, un regroupement de biologistes dans l'océan Indien, qui ont décidé de développer une base de données. Alors, IKBS, là, ça veut dire Iterative Knowledge Based System. C'est une base de connaissances, mais autrement dit, qui se construit de façon cumulative. Et il disait qu'il l'a construit sur le modèle de Darwin. Mais au lieu que ce soit avec des classes d'enfants, c'est avec des communautés de chercheurs pour avoir donc le même principe d'aller chercher l'information et de monter pour l'océan Indien une base de données sur la faune de la région. C'est quand même intéressant que ça ait eu cette retombée-là. Voilà. Oui. C'était super intéressant. Puis, tout le long, il disait, mon Dieu, ces élèves, c'est sûr qu'ils ne vont pas raconter des niaiseries aujourd'hui sur Internet. Dans l'adulte, étant donné qu'ils sont passés par tout ce processus-là, tout ça. J'ose l'espérer. Sûrement. J'avais une question. Le projet est très motivant pour les élèves. Donc, ça s'est passé sur une période d'une année dans des écoles, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après pour les autres? Tu sais, ils ont appris d'une certaine façon, d'une manière très motivante, très encadrante. Ça, oui. Ça a changé des choses. C'est une question tout à fait pertinente, mais je n'ai pas de réponse. Dans ce sens que j'ai essayé de... Vous voyez que quand je fais un projet, vous allez le voir dans les autres conférences, j'investis beaucoup. Et vous voyez que dans le dispositif, il y a vraiment beaucoup d'instruments de façon parfois très subtile aussi pour assurer que ça ait tel impact. Ce que j'aurais aimé faire, c'est une étude longitudinale. Et j'ai eu de la misère à trouver des gens qui voulaient se rattacher à ça parce que les gens trouvent ça trop compliqué. Mais quand je dis les gens, je parle des chercheurs. Parce que les professeurs qui embarquent là-dedans en redemandent. Généralement, les professeurs qui l'ont fait une fois, ils veulent le refaire. Il y en a plusieurs qui n'osent pas embarquer dedans en se disant « ça va être trop compliqué ». Et je me souviens, dans plusieurs classes où je suis allé faire le départ, parce que les profs communiquaient avec moi, me disaient « oh, tu as présenté ça à la COP, ça me tenterait, mais j'ai un peu peur. » Je dis « veux-tu que j'aille faire un peu d'introduction? » Oui, 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 oui. Et presque tous me disaient après « ah, mais c'est pas si compliqué, je peux faire ça. » Et effectivement, ils voient un peu que le genre d'intervention avec les enfants, ce n'est pas des affaires hyper complexes. Il y a beaucoup de documentation en termes de guides sur le site,
Mais c'est des choses qui sont extrêmement sensées, que souvent ils auraient souhaité faire, mais ils n'avaient pas les outils pour le faire. Et, mais c'est toujours du bouche à oreille qui a fait que ça se développait. Mais après, je n'ai pas fait de suivi après. L'impact sur les professeurs, présentement, est-ce que les professeurs vont adopter certaines façons de faire de ce projet-là? Est-ce qu'ils ont réinvesti? Je ne sais pas. Et ça, c'est une carence. Je pense que. Mais ça, c'est. Tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas une équipe de recherche. Je veux dire, parce que faire un travail longitudinal, il faudrait faire un suivi de ces élèves-là, voir un peu dans leur classe quelles sont les retombées. Moi, j'en ai vu dans le courant d'une année. C'est sûr que les échanges qui sont là, vous avez la date des courriels, c'est vraiment ce qui s'est passé, là, c'est pas enjolivé. Là. Et puis, je suis très honnête quand je dis, bon, est-ce que toutes les classes ont réussi à avoir des questions intéressantes non encore résolues? Pas vraiment. Là. Il y en a peut-être la moitié, une bonne moitié, mais encore, mais ce que ça montre, c'est que c'est réalisable, c'est faisable. Je suis allé dans une classe à un moment donné, quelqu'un qui était au transit, je ne sais pas si vous connaissez, à Magog. Et le prof dit, j'aimerais ça que j'ai entendu parler du projet par une collègue qui était dans un de tes cours, j'aimerais ça que tu viennes en parler aux élèves. Alors, je représente le projet. Je commence en disant, c'est un projet où on apprend à devenir des savants. Un petit gars juste en avant, il dit, fuck, ça m'écoeure. J'ai continué, mais je n'étais pas rendu à la fin. Il dit, quand est-ce qu'on commence? Il y avait aussi une petite fille qui, à un moment donné, a posé une question. Il m'a dit, quelqu'un parlait, est-ce qu'on peut adopter un cougar? Mais adopter, on parle de ça. Mais, alors là, il y en a qui ont dit, ben non, les cougars, ça n'existe pas. Ici, on voit ça juste dans l'Ouest canadien. Il y a des élèves qui disent, non, il y en a dans l'Est, c'est rare, ça a déjà existé. Puis, j'ai entendu parler, mon oncle, sur sa ferme, des moutons ont attaqué. Et il y a une petite fille qui a vraiment apporté justement cet aspect-là, relativiser l'information que tout le monde a l'air de prendre pour vrai. Puis j'ai dit, avez-vous entendu ce qu'elle vient de dire? Elle vient de commenter comme un scientifique. Un scientifique qui entend une information, puis il dit, ah, ça doit être vrai, quelqu'un l'a dit. Il dit, ah, pourquoi ça serait vrai? Pourquoi ça ne serait pas vrai? Quelles sources j'aurais? J'ai dit, c'est ça qui fait un scientifique. Elle a fait ça 2 fois dans la période d'à peu près 3 heures où j'étais là. Et je l'ai renoté la 2e fois aussi. J'ai dit, vous voyez, quand je suis parti, la prof est venue me voir, elle m'a dit, je ne sais pas ce que tu y as fait à cette petite fille-là, mais systématiquement, elle demande à aller aux toilettes parce qu'elle va fumer. Elle est toujours en évasion ou en fuite. Puis là, elle a été rivée, elle n'a pas bougé, mais ça, c'est vraiment la première rencontre. Là. Alors, c'est sûr, je reviens à ta question, il faudrait un suivi. Et là, la raison pour laquelle Darwin ne se fait plus, c'est qu'à un moment donné, il était dépendant de la COPS. La COPS est tombée en faillite. C'était là qu'était hébergé, c'était là qu'étaient les sources, la base de données. Sur le plan technique, ce n'était pas une affaire simple. Là. Puis le financement du projet a été très faible. Là. Il y a eu 90 000 $ de subventions au départ pour payer les techniciens, les graphistes et dégager un prof du primaire. Attends un peu, il n'y avait pas une question? La question, c'est très, très intéressant et très concret. Mais je me rappelle encore que c'est au primaire. Et ça me semble par moment être du secondaire, du cégep et de l'université. Et la question qui m'est venue en tête, c'est par rapport au réalisme, par rapport au temps que la réalisation de ce genre de projet doit prendre. Et puis, compte tenu aussi qu'il y a un programme avec d'autres notions, de concepts, comment vous avez perçu ça par rapport à la charge dans le programme et par rapport au temps qu'un tel projet ou une telle façon d'apprendre implique? Ouais. Moi, j'ai plusieurs professeurs qui m'ont dit, je disais, quel problème vous avez à intégrer les descriptions du problème de connaissance? Moi, je fais toutes les activités. Je fais du français, de la technologie. Mais c'est sûr qu'elles avaient une espèce d'ingéniosité, mais elles avaient un gain à faire ça, parce qu'elles travaillaient sur les textes en français.
ben, c'était pas juste un devoir puis de la frime. Là. Les élèves embarquaient, ils raffolaient, ils étaient productifs et ingénieux de ça. Alors, c'est sûr que les profs qui ne sont pas embarqués, puis on n'a pas fait de sollicitation. Nous, vraiment, les classes qu'on a eues, c'est celles qui nous ont demandé si elles pouvaient embarquer. Le gros, je dirais, le gros du travail là, de soutien, tu sais, il vient de la création du programme, de ce qu'on a mis dedans. C'est sûr que moi, j'étais beaucoup associé à ça. Là. Je cherchais toujours des contacts. Quand je savais qu'une classe adoptait un animal, j'étais toujours quelques longueurs d'avance sur l'espèce, parce que ça me fascinait aussi. Là. Je voulais savoir pourquoi, mais ça me donnait aussi, moi, ça m'enrichissait aussi quand j'allais visiter d'autres classes. J'avais plus de choses à dire pour les accrocher sur le plan de la curiosité. Mais la réponse, c'est que oui, c'est réalisable de façon réaliste dans un contexte de classe. Mais je pense que moi, j'ai essayé d'intéresser le ministère à ça.